Sur les ondes du passé, un podcast réalisé par les étudiantes et les étudiants en histoire publique de l'Université de Genève. En l'an 3025, après le grand cataclysme, l'humanité se relève et cherche à comprendre les bribes de son passé. C'est dans ce contexte que deux historiens se retrouvent enfermés dans un centre d'archives avec une IA bougonne. Leur mission ? Restituer l'histoire de la pause au travail et de ses pratiques oubliées. Face à des archives fragmentaires et des hypothèses parfois hasardeuses, ils reconstituent un récit à mi-chemin entre rigueur et imagination. Une manière de questionner leur rapport au temps, au travail et au passé. Bon, on n'a rien ici non plus. On va vraiment rien trouver à ce rythme. De toute façon, quasiment toutes les archives ont été détruites par le grand cataclysme du XXIe siècle. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a aucune idée de comment les travailleurs passaient leur pause il y a 1000 ans. Rien, pas une trace. Sans ressources concrètes, autant abandonner. Êtes-vous sûr de vouloir abandonner les jeunes de nos jours? C'est pas ce foutu Socrate. Je vais le débrancher. Attends, on n'a pas encore regardé dans les archives numériques. Socrate est l'IA principale de nos fonds d'archives et bon, même s'il est un peu grincheux, il peut peut-être nous aider ? Alors, sur le thème de la pause au travail, concernant les travailleurs aux alentours de l'an 2000, un texte existe sur l'année 1984. Le nom de son auteur est un certain George Orwell. Le document traite visiblement de politique, où l'État contrôle une grande partie de la société au nom d'un ordre imposé par la surveillance. George Orwell, ça sonne britannique. Si ce document a subsisté jusqu'à nos jours, ça veut dire qu'il devait être important. George Orwell devait être un homme politique. Quelque chose comme un Premier ministre britannique peut-être, une sorte d'idéologue, un visionnaire, peut-être même un réformiste. Si ça se trouve, le document en 1984 est son manifeste, ou un truc du genre. Oh, attention les jeunes, l'existence de ce document ne témoigne pas forcément de son importance. Il se trouve simplement qu'il a échappé, par chance, aux catastrophes naturelles des années 2700. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur l'organisation du travail et du temps libre, le document de l'année 1984 mentionne l'existence d'un télécran, un écran constamment allumé dans les ménages de chaque citoyen. Le document contient d'ailleurs une plainte à ce sujet. Endormi ou éveillé, travaillant ou mangeant, dedans ou dehors, au bain ou au lit, aucune échappatoire. Rien ne vous appartenait, sinon les quelques centimètres cubes dans votre crâne. Cet écran devait leur servir d'outil de travail chez eux comme une sorte d'ordinateur. Mais le fait qu'il soit constamment allumé montre que les citoyens devaient avoir un rythme de travail vraiment intense. Peut-être même continu, où chacun devait s'impliquer bien au-delà d'horaires fixes, s'il y en avait encore. C'est donc une forme de télétravail poussée à l'extrême, avec des temps de pause forcément surveillés. Ou calculé. Je sais. Ce télécran devait estimer la qualité de la pause des travailleurs. Elle était sûrement soumise à des critères très précis, avec un quota de temps de pause autorisé. Et une fois dépassé, le télécran envoyait une sorte de message de réprimande. Mais oui, imagine une simple pause déjeuner. Le télécran te demandait peut-être si ton repas avait été rentable, du genre « Ce sandwich vous a-t-il apporté 5% de motivation supplémentaire ?» Et si tu restais trop longtemps à regarder par la fenêtre, « Attention, rêverie excessive, baisse de performance détectée. » Bref, dès que tu essayes de vraiment te détendre, tu te faisais rappeler à l'ordre. En considérant votre hypothèse, c'est-à-dire que chaque pause au travail était contrôlée et calculée, pensez-vous qu'il était vraiment possible de parler de pause ? Ou est-ce qu'elle devient un simple prolongement du travail, une sorte d'extension du travail, où la pause était formatée, privant ainsi l'individu de sa liberté de se détendre et de se ressourcer ? D'ailleurs, peut-on vraiment parler de relaxation quand l'acte de se détendre devient lui-même une tâche à accomplir ? Eh bien, en 1984, avec un écran comme ça, allumé en permanence dans chaque foyer, la frontière entre le travail et les pauses devient floue. Les deux finissent par se mélanger à cause de ces outils numériques utilisés en continu. Le temps de travail s'infiltre dans la vie privée, presque à l'insu des gens. On pouvait essayer de faire une pause, mais le télécran était là.
comme une sorte de Big Brother des moments de détente. Oui, et dans ce contexte, les espaces de travail traditionnels, les bureaux, les usines, devaient être de moins en moins fréquentés. Pareil pour les zones de pause sur place, comme les cantines ou les salles de repos, probablement vides. Qui sait, peut-être qu'on les a reconvertis en musée du travail, que les gens visitaient de temps en temps, par nostalgie, comme aujourd'hui. Je pense pas qu'ils pouvaient visiter quoi que ce soit avec un tel système de travail. Leur monde se résumait uniquement à l'écran et rien d'autre. À votre avis, comment et pourquoi ces travailleurs ont-ils accepté une telle situation ? Mais pense-y, Socrate, travailler chez soi semble attractif. Ce que je ferais pour être chez moi actuellement, loin de ces archives vides et de mes collègues. Petit à petit, les travailleurs perdent la maîtrise de leur activité professionnelle. Avoir un écran de travail chez soi, c'est être sans arrêt sollicité, que ce soit par un marché mondial ou par un gouvernement omniprésent, peu importe. Ce sont eux qui décident quand tu commences et quand tu termines, pas une horloge. Et certainement pas toi. Vous êtes sûr de vouloir extrapoler de telles hypothèses historiques sur la base d'informations si fragmentaires ? C'est pas si important. Pour l'instant, on a déjà de bonnes bases pour l'année 1984. Socrate, est-ce que tu aurais d'autres documents sur les décennies ou les siècles qui suivent ? Et si possible avec des précisions sur les différences entre les classes sociales. Comment ça ? Réfléchis-y, toi quand tu prends ta pause, tu vas pas la prendre de la même manière que le directeur. Selon le poste, le travail ou la classe sociale, le temps libre n'est pas vécu de la même manière. Et depuis le début, c'est un aspect qu'on n'a pas vraiment exploré. Du coup, t'as quelque chose là-dessus, Socrate ? La population optimale, dit Mustapha Monde, est modelée sur les principes de l'iceberg. 8/9 sous la surface de l'eau, 1/9 au-dessus. Waouh ! Préviens la prochaine fois. Ça vient d'où ça ? Il s'agit d'un fragment du meilleur des mondes attribué à Aldous Huxley. Le meilleur des mondes, c'est un traité de biologie, ça, non ? Il est difficile d'attribuer un genre à cet ouvrage tant il est hétérogène. Mais il est exact qu'un grand nombre des fragments que l'on possède traitent de génétique, bien que d'autres semblent aborder des pratiques sociales ou encore politiques. Il est généralement admis que l'ouvrage a été écrit à Londres, suivant les mentions de cette ville dans le texte. Selon la langue utilisée, il semble dater des années 2000. Ce serait donc une sorte d'encyclopédie ? Ce Huxley devait être un grand savant, peut-être avec des liens politiques, un haut fonctionnaire avec quelques agences travaillant sur la génétique. Ces conclusions sont peut-être trop présomptueuses, on ne sait pas... Tu peux trouver, ça parle du temps de travail et du temps libre ? Ce passage pourrait vous intéresser. 7h30 de travail sans effort, et puis la ration de soma, et les matchs sportifs, et une copulation sans restriction, et les sensoramas. Que peut-on demander de plus ? Ça semble un peu réducteur. Les travailleurs passent donc un tiers de leur journée à leur labeur. Est-ce que tu sais, Socrate, ce que c'est que ce soma ? Malheureusement, je n'ai pas davantage d'informations sur le sujet. Il est néanmoins possible qu'il s'agisse d'un objet de consommation ritualisé. Certaines sources semblent indiquer l'existence de temps répétés de consommation en groupe. De quelle source tu parles ? Le fragment 5568b, daté approximativement du début du 3e millénaire, évoque une pratique courante dans les lieux de travail, la pause clope. Mais oui, ça me parle, j'ai déjà lu à ce sujet. Apparemment, le clope serait un bâton qu'on brûlait pour en aspirer la fumée. J'avais lu ça dans un article sur l'anthropologie de la satiété illusoire. Ça ressemble quand même plus à un rituel qu'à une simple pause déjeuner. Est-ce qu'on a plus d'éléments sur le contexte de la consommation de ces clopes ? Fragment retrouvé numéro 5446b, daté approximativement de l'an 2007. Je vais en pause clope, je peux plus voir la tronche du DRH là. Pourrait s'agir d'un rituel codifié, à visée manifestement purificatrice. Ouais, probablement une forme d'éloignement symbolique de l'espace de travail. On pourrait l'assimiler à une périphérie rituelle. Mais ici, le feu est central. Le clope, ce bâton incantatoire consumé, devait servir à brûler les mauvaises énergies. Ou les angoisses professionnelles, plus probablement. C'est un rite de purge, sans aucun doute. Le lien au souffle, inhalation, exhalation, évoque des pratiques de recentrage spirituel. On peut facilement imaginer un petit cercle d'initiés se regroupant à intervalles réguliers. Peut-être même que le cendrier, que les archéologues ont retrouvé, sert à recueillir la cendre de cette consommation. Il pourrait donc s'agir d'un objet sacré. Aucune preuve d'un cendrier considéré comme sacré. Le cendrier est classifié comme ustensile utilitaire dans les archives visuelles disponibles. C'est essentiel de chercher à replacer les objets dans leur contexte pour pouvoir en tirer un sens historique fiable. Tout ce que nous avons
ce sont des pièces d'un puzzle incomplet. Le seul moyen de connecter ces pièces ensemble pour avoir un tout cohérent, c'est en faisant des hypothèses et des recherches. Bien sûr, ces hypothèses sont fondées sur les éléments qu'on a à notre disposition. Elles ne sortent pas de nulle part, mais elles demandent un effort de réflexion, peut-être même d'imagination. Sans ça, on ne peut pas faire de l'histoire avec un grand H. Ouais, bon. Revenons à cette autre partie du fragment. Je peux plus voir la tronche du DRH. Ce DRH, on a d'autres sources qui le mentionnent, avec une description si possible. Il est recensé 517 occurrences du terme DRH dans les archives textuelles disponibles entre les années 1980 et 2628. Toutefois, aucune ne donne de description de l'objet de l'appellation DRH. Tu veux dire que dans ces fragments, il n'y a pas une seule description physique ? On parle du DRH, on le mentionne, on s'adresse à lui, mais à aucun moment on sait qui il est, ni ce qu'il fait réellement. C'est bien ça. On a son nom, mais pas son visage. C'est presque religieux. Exact, comme une présence diffuse, omniprésente mais insaisissable. Elle hante les récits, elle revient dans les témoignages, elle est crainte, parfois sollicitée, mais rarement vue. Il n'existe aucune preuve qu'il s'agisse d'une entité individuelle. Statistiquement, il est plus probable que DRH désigne un poste occupé par différentes personnes successives dans une organisation professionnelle. Ouais, Socrate. Mais le fait qu'aucune d'elles ne soit individualisée dans les sources, c'est précisément ce qui rend la chose suspecte. Il n'a pas de nom, pas de signature, pas même une phrase attribuée directement à un DRH. On parle de ses décisions, de ses convocations, de ses jugements, mais jamais de sa voix. Il agit sans jamais parler, sans jamais être présent. Comme une entité invisible, mais toute puissante. Tu sais ce que ça me rappelle ? Les figures religieuses interdites de représentation. On ne le voit pas, mais on l'invoque, on l'appelle, et on tremble. C'est ça. Elle est à la fois l'absence incarnée et la présence redoutée. Le DRH n'est pas une personne, c'est un principe, un souffle administratif. Le souffle administratif ne fait référence à aucun concept connu. Le DRH n'a pas besoin d'être là pour être partout. Il est l'incarnation du principe hiérarchique, une allégorie du temps du travail. Le DRH, c'est peut-être le système lui-même, rendu conscience, une intelligence froide qui juge les êtres vivants. Je regrette de devoir vous rappeler que vous êtes des historiens et pas des prophètes. Une entité parfois crainte, souvent méprisée, mais essentielle au bon fonctionnement des travailleurs. Elle aurait pu être chargée de redistribuer les tâches, d'octroyer les permissions, ou de prononcer des malédictions. Et du coup, t'aurais des documents qui vont dans ce sens, Socrate ? Le fragment 2354D, daté de 2004, contient cette citation. Entretien annuel avec le DRH, je flippe ma race. C'est une phrase certainement réutilisée qui précède une forme de jugement, peut-être un rite de passage. On y voit clairement la peur du surnaturel. Aucune trace formelle d'une entité nommée DRH dans les bases de données religieuses. Terme référencé comme acronyme Directeur des ressources humaines. Ça confirme tout. Directeur, ressources humaines. C'est une entité chargée de diriger la vie des humains. Elle doit gérer ses fidèles qui sont considérés comme de simples pions face à un DRH tout-puissant. Est-ce qu'on sait où est-ce que cette entité se manifestait au sein de l'espace de travail ? On avait des lieux qui lui étaient dédiés ? Les fragments ne mentionnent pas de lieu particulièrement dédié au DRH. Néanmoins, il semble que son nom soit le plus souvent mentionné lors de discussions prenant place en un lieu nommé machine à café. La machine à café. J'avais lu un article là-dessus dans la revue transchronologique d'anthropologie bureaucratique. L'auteur citait une stèle numérique. Quelque chose qui parlait de draguer à la machine à café. La formule que vous me soumettez revient en effet plusieurs fois. En voici un exemple sur la stèle numérique 1016AE. C'est bientôt l'heure de la pause, j'irai bien draguer Catherine de la compta à la machine à café. Je ne suis cependant pas en mesure de définir le terme draguer. Draguer, drague, traque. Le mot pourrait venir du latin drachma, un drachme, une pièce de monnaie. L'action de draguer reviendrait à donner cet argent. Attention aux conclusions hâtives. Votre étymologie me semble erronée en plusieurs points. Si on va à la machine à café, c'est qu'il doit s'agir d'un lieu. Néanmoins, l'utilisation du terme machine suggère tout de même que ce lieu avait une utilité, qu'il était témoin d'un processus en lien avec le café. Je pense que je vois ce que tu imagines, mais il faudrait aussi comprendre pourquoi il est question d'une Catherine de la compta et de dons d'argent, et d'en faire un lien avec tout ça. Ouais, en tout cas, ça devait être quelque chose d'important pour que les salariés y consacrent non seulement leur argent, mais aussi leur temps de pause. Socrate, est-ce que tu aurais des informations là-dessus, s'il te plaît ? Oui, il semble que ce lieu soit connecté avec les rencontres amoureuses. Certains fragments laissent entendre que l'objectif de draguer à la machine à café
était au moins la séduction. Mais oui, ça fait sens. On a vu que le travail était extrêmement présent dans la vie des travailleurs. Même les temps de pause sont surveillés. Les gens n'avaient pas le temps de sortir ou de rencontrer de nouvelles personnes. Et alors? Ce fameux processus de draguer à la machine à café devait certainement pallier ce problème. C'était une sorte de service de prévention de l'isolement social. En faisant cela, on devait probablement chercher à résoudre les problèmes d'endogamie et de chute démographique que l'organisation du travail ne manquait pas de créer. Vu comme ça semble crédible. Cette Catherine de la Conta ferait donc partie de ce processus. Elle recevait les paiements des employés qui venaient à la machine à café pendant la pause pour trouver une relation. En bref, c'est un agent administratif chargé de la gestion des relations interpersonnelles. Sauf si elle n'était pas directement rattachée à l'entreprise. Étant donné que ce service était visiblement payant, on pourrait également imaginer qu'il s'agisse d'un service externe proposé au sein de locaux de l'entreprise. Catherine de la Conta aurait alors plus un rôle de courtier en relations humaines. Pas mal, c'est pas si bête comme système. Et puis j'aurais bien aimé la rencontrer, moi, cette Catherine de la Conta. Est-ce que je dois te rappeler qu'on n'est pas là pour ça? Dis, tu penses vraiment qu'on a trouvé quelque chose d'utile? Tu demandes ça à moi? C'est juste qu'au fond, ça nous dit quoi ces temps de pause de travail? Enfin, je veux dire, on en fait quoi? On en fait un peu ce qu'on peut, quoi. Mais bon, pas grand-chose. Entre le télécran de 1984 et la machine à café des années 2000, ce qu'on apprend vraiment, c'est que la pause au travail n'a presque jamais été un vrai moment de repos pour les travailleurs. En 1984, elle est absorbée par l'obsession de productivité. Et vers les années 2000, c'est pas tellement mieux. La pause, pour ceux qui ne travaillent pas chez eux, est un espace social. Mais il n'y a toujours pas de réel relâchement. C'est juste une autre forme d'activité, encadrée ou attendue. Le problème, c'est qu'on n'est même pas sûr de tout ça. On a tellement peu de traces sur ces époques. Et à partir de ces minuscules fragments, on a quasiment reconstruit un passé entier. À ce point-là, ce qu'on fait, c'est presque de la science-fiction. Maintenant que j'y pense, je crois que c'est plus de la projection. Auriez-vous enfin décidé de prendre en compte mes avertissements? Socrate, tu crois vraiment qu'on a juste vu dans ces fragments le reflet de notre propre angoisse du travail? Qu'on a vu dans le télécran ou dans la machine à café ce qu'on voulait y voir? Mais bon sang, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début. Enfin bon, même si c'est le cas, il ne faut pas vous décourager comme ça. Vous êtes encore des jeunes gens dans le métier d'historien, alors il faut bien que vous compreniez une chose. La reconstruction de l'histoire ne repose pas sur une seule vérité absolue. Voyez-vous, elle est formée d'hypothèses issues de recherches rigoureuses, et bien sûr celles-ci seront toujours influencées par celles et ceux qui les fabriquent, comme vous. Il est donc impératif de faire preuve de prudence, d'introspection, et surtout de se rappeler que l'histoire n'est pas le passé lui-même, c'est ce qui est reconstruit à partir de traces, de fragments. Le passé, lui, est derrière vous, mais l'histoire est là, vivante, et c'est votre dur travail qui lui donne forme. Ce que vous venez d'entendre est une enquête oscillant entre histoire et science-fiction, où des romans, considérés à tort comme des sources historiques, conduisent des historiens à reconstituer l'histoire de la pause au travail, sans fait certain, sur la seule base de sources fragmentaires. Pourtant, ces formes de pause, bien que supposées et exagérées, mettent en lumière des préoccupations actuelles et grandissantes concernant notre rapport au temps et au travail. Et si l'écran s'immisçait petit à petit dans la sphère personnelle et intime des travailleurs, troublant ainsi les frontières entre temps de repos et temps de travail? Et si les exigences d'un marché toujours plus globalisé ne cessaient de croître? Et si les pauses accordées dans les espaces professionnels n'étaient pas de véritables moments de relâchement, mais des temps contraints, structurés par des attentes et des normes sociales spécifiques? Peut-être bien qu'il n'est pas si absurde de voir finalement dans les œuvres fictionnelles de George Orwell et d'Aldous Huxley les prémices d'un futur proche et incertain. On fait une pause? Enfin une vraie? Allez, laisse-moi juste débrancher le vieux. Et non, attendez, Sur les ondes du passé, un podcast réalisé par les étudiantes et les étudiants en histoire publique de l'Université de Genève.